What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances? J'espère que le gâteau était bon. Win the yes, need the no to win, against the no. Je suis le bruit et la fureur. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Jeanne, au secours! Au revoir. Bonjour à tous et à toutes. Alors on est en différé, on va pas vous le cacher. Si vous nous regardez, nous sommes le dimanche de Pâques. Alors déjà, Xavier, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos amis catholiques qui regardent Divergence politique? Pas qu'à nos amis catholiques, il faut dire que les protestants aussi fêtent Pâques ce dimanche. C'est les orthodoxes qui fêtent nos frères orthodoxes qui les fêtent dans une semaine. Christ est ressuscité, donc c'est le message d'espoir, c'est que la vie triomphe de la mort, voilà. Et donc on peut, je dirais, étendre cet espoir à notre cher pays, la France, qui, comme disait le général de Gaulle au moment de la défaite de 1940, était descendu au fond de l'abîme, mais comme on l'a vu dans les années 60, eh bien, est remonté, est devenu une grande puissance industrielle, démographique, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes de nouveau dans l'abîme, mais la résurrection de notre pays ne fait aucun doute. Voilà. Et puis sinon, joyeuse et sainte fête de Pâques à tous les Français, puisque la France est un pays catholique, quoi qu'il arrive, comme le disait le général de Gaulle, la France est catholique, et donc, eh bien, c'est donc la fête de tous les Français, même ceux qui ne le sont pas. Voilà. J'aime bien cette précision que la France est un pays catholique, puisque pour certains, on pourrait en douter, pas pour nous en tout cas. Alors, un épisode de Divergence un petit peu plus court, forcément, puisque comme vous l'avez compris, nous ne sommes pas en direct comme ces dernières semaines. Également parce que l'actualité, soyons honnêtes, a été beaucoup moins... je dirais, marqué cette semaine que les précédentes semaines. On va parler dans cet épisode, dans ce 73e épisode de Divergence, on va parler d'Orban, voilà, qui va affronter le peuple encore et les votes ce mois-ci. On va parler, bien entendu, de Donald Trump, du fameux discours qui devait tout changer, et bien finalement où tout le monde s'est ennuyé. Et puis on va parler de la situation vite fait pour faire un rappel, Xavier, sur la situation en Ukraine et bien entendu au Moyen-Orient. Première chose, alors on va commencer par une petite publicité. Vous le voyez en bandeau. Si vous voulez sécuriser votre argent, si vous voulez mettre votre argent à l'abri, eh bien vous pouvez le placer sur des comptes bancaires, sur une économie solide. Et contrairement à ce que disait Bruno Le Maire, est résistante, et en tout cas pleine d'avenir. C'est la Russie, bien entendu, dont on vous parle. Eh bien, regardez en commentaire dans le petit lien ou directement sur divergencepolitique.fr dans la rubrique épargne, comment faire pour venir placer votre argent en Russie, le mettre à l'abri et surtout pouvoir bénéficier de taux d'intérêt extrêmement attractifs. Actuellement, on est à 16%, Xavier. C'est quand même une économie plutôt positive en Russie. Il y a du dynamisme, il y a un futur. Oui, de toute manière, les fondamentaux de la Russie sont excellents. Un endettement, j'en parle dans mon dernier bulletin, on est à 21% d'endettement, quand en France, doit être à 120. Donc, c'est un pays extrêmement bien géré. Donc effectivement le potentiel est énorme, et puis il y a toujours ces taux d'intérêt qui sont élevés, alors qu'ils sont bien pour les épargnants. Effectivement, il faut en profiter tant qu'il en est encore temps. Mais cela dit, même si les taux d'intérêt devraient descendre, ça ne descendra pas en dessous de 12%. Donc quoi qu'il arrive, on est loin du livret A à 1,5%. Et puis il y a pas que le placement, en rouble, hein. Il y a des tas de placements qui peuvent être faits. Aujourd'hui, si vous avez acheté du Gazprom ou du Rosneft ou n'importe quel actif ou de producteurs d'engrais, etc., aujourd'hui, vous avez fait deux, étant donné la crise. Donc, effectivement, la Russie a tout. Elle a des réserves, d'énormes réserves. Elle a une population la plus nombreuse d'Europe. Avec un système d'enseignement remarquable qui
qui produit des ingénieurs à l'appel. Je vois, j'ai encore une fois un petit garçon de 9 ans qui est plutôt doué. Il y a des cursus pour former les ingénieurs à partir de 9 ans. Donc lui, il est passionné d'aéronautique. On l'a mis à l'Institut d'aéronautique et donc à 9 ans, il fait déjà de la conception assistée par ordinateur pour fabriquer des modèles réduits et ensuite il les imprime et ils les produisent. Donc voilà, ça c'est la Russie de demain. Donc évidemment, ça va être l'atelier, l'usine de l'Europe. Voilà. Et le plus tôt la France se mettra derrière la Russie pour rejoindre ces grands projets industriels et humains, eh bien, mieux on se portera non seulement en Russie, en France, mais dans l'Europe entière. Oui, tu en parles régulièrement, c'est-à-dire un pays qui est extrêmement dynamique et extrêmement réactif dans sa dynamique économique, dans la capacité justement sur les tissus, les PME, les PMI, les entrepreneurs à vraiment être très réactive. La Russie très à la pointe sur les IT et puis une industrie avec une énergie, tu en parles régulièrement dans tes bulletins, une industrie qui bénéficie d'une énergie pas chère, bon marché. Eh bien, tout est en place. Et surtout un État stratège et protecteur, c'est-à-dire que là, en l'espace d'une semaine, il y a 2 décisions qui ont été prises, c'est-à-dire interdiction d'exportation de l'engrais, puisque avec le blocage du détroit d'Ormuz, les prix de l'engrais ont explosé. Donc la Russie, elle ne veut pas subir l'augmentation des prix. Donc tant pis pour les autres, tant mieux pour les agriculteurs russes. Et là, on a eu il y a 3 jours interdiction d'exportation du carburant jusqu'au 1er juillet. Donc les Russes, eux, vont continuer à avoir une énergie pas chère, notamment dans cette période de grosse consommation, avec les moissons, avec tout ce qui est des travaux agricoles, et puis les départs en vacances, où mine de rien, les Russes prennent leur voiture et partent à l'autre bout de la planète, enfin de leur planète, la planète Russie. Et donc tout ça, eh bien, encore une fois, la Russie, le gouvernement russe le prend en compte, l'organise, et voilà. Donc c'est l'État stratège gaulien tel qu'on voudrait l'avoir en France. Eh oui. Alors, on va parler d'un autre pays. On va afficher la vignette. On va parler d'un autre pays d'Europe. C'est le pays de Viktor Orban. Alors, Viktor Orban qui passera aux élections législatives le 12 avril. Voilà, j'allais dire le 16 avril, le 12 avril prochain. Donc, c'est bientôt. C'est dans une dizaine de jours, un peu moins même maintenant, dans une semaine. Quels sont les enjeux, Xavier, pour la Hongrie? Quels sont les enjeux pour Orban? Quelles sont à peu près les tendances? Alors, c'est assez rigolo, mais son opposant principal, en tout cas celui qui se détache dans l'opposition, s'appelle Peter Magyar. Alors, ça s'invente pas pour un Hongrois. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de ces élections? Comment on les mais en fait, c'est une élection qui va avoir une grande importance pour la Hongrie, qui est sur une bonne ligne, qui protège, qui se protège de l'Union européenne, qui lui veut du mal, notamment en organisant l'invasion migratoire qu'on subit nous en France, et surtout qui est un frein par rapport à cette politique migratoire et par rapport à la politique énergétique de Bruxelles, qui vise en fait à ruiner l'Europe en se privant des énergies russes. Or, il faut savoir que pour la Hongrie, l'énergie russe est fondamentale. Elle est approvisionnée en gaz, donc en gaz russe par Turkish Stream et Balkan Stream, donc en direct. Et en plus, il faut savoir, quand on regarde une carte, on voit bien que la Hongrie n'a pas d'accès à la mer. Donc en fait, les alternatives, il n'y en a pas beaucoup. Et également, elle recevait du pétrole par l'oléoduc Druzhba, donc qui date déjà de l'époque soviétique, qui passait par l'Ukraine. Et aujourd'hui, il y a un embargo sur le pétrole qui a été mis en place par l'Ukraine, avec en fait de facto la bénédiction de l'Union européenne qui fait semblant de s'y opposer, mais bien sûr, elle ne s'y oppose pas. Donc, alors je pense que cet embargo, de toute manière, prendra fin après les élections, parce que ce soit Magyar qui l'emporte, à partir de ce moment-là, eh bien, la Hongrie va être totalement soumise à Bruxelles, c'est-à-dire à van der Leyen. Et donc, dans ce cas, il n'y aura plus de raison d'empêcher les livraisons de pétrole, d'autant plus que l'Ukraine a besoin du carburant qui est fourni par les raffineries hongroises, l'une en Hongrie, l'autre en Slovaquie. Donc, quoi qu'il arrive, à ce moment-là,
on peut dire que le régime de Budapest sera un régime ami de Zelensky. Et de toute manière, si c'est Orban qui gagne, bon, ça voudra dire que la tentative de faire augmenter artificiellement les prix du carburant pour provoquer le mécontentement des Magyars aura échoué. Donc je pense que là aussi, Zelensky lèvera l'embargo sur le pétrole, sachant que par rapport à cette crise de l'énergie, Orban a réagi très intelligemment, puisqu'il a baissé les taxes pour permettre aux Hongrois d'avoir du carburant pas cher, mais il l'a réservé pour les Hongrois. C'est-à-dire que si vous voulez de l'essence pas chère, et je crois qu'on parle de quelque chose de 2-3 fois moins cher que ses voisins, en Hongrie, eh bien, vous devez être hongrois. Vous ne pouvez pas venir faire le plein si vous arrivez d'Autriche ou d'ailleurs. Donc, ça a fait hurler la Commission européenne et évidemment, Orban les a envoyés balader. Donc, il y a eu, pour essayer de faire perdre Orban, il y a eu toute une campagne de presse qui expliquait que c'était l'agent du Kremlin, etc., etc. Ce qui a été d'ailleurs pas revendiqué, mais Orban assume d'être un nationaliste et donc de prendre des décisions qui servent l'intérêt supérieur de la nation hongroise et du peuple hongrois. Et je dois dire, et je l'ai dit la semaine dernière, que Marine Le Pen est allée courageusement le soutenir. Et ça, je dois dire que je dis suffisamment de mal de Marine Le Pen régulièrement pour dire que c'est très courageux. Ça va à l'encontre d'une partie de son parti, donc derrière Jordan Bardella, qui est européiste, anti-français, anti-national. Donc, et je pense qu'en plus, elle s'est mise dans le camp des vainqueurs, parce que je pense que Orban va gagner. Je suis pas spécialiste de. Oui. Non, mais depuis le début, en fait, mais c'est un peu comme à chaque fois dans les élections, on nous donne le. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les instituts de sondage, effectivement, tu me fais une transition merveilleuse. Et les instituts de sondage, on le voit sur Reuters, ont directement commencé à dire que finalement, alors le parti TISA, alors je prononce forcément très très mal, dont on parlait tout à l'heure de Peter Magyar, serait finalement en tête des sondages et que ils auraient véritablement une chance face à Orban qui est au pouvoir depuis 16 ans. Mais tu remarques le ton mesuré, alors qu'il y a quelques mois, il devait l'emporter haut la main, etc. Donc, au fur et à mesure, donc on se rapproche de l'élection, le ton change. De toute manière, il faut voir que toutes ces agences de presse, tous ces médias gauchistes préparent une tentative de révolution colorée, qui, à mon avis, ne fonctionnera pas, puisque les révolutions colorées fonctionnent dans les pays qui ont déjà trahi. La révolution colorée en Ukraine a fonctionné une première fois en 2004 contre Yanukovych, parce que en fait, le président sortant qu'il était censé remplacer était Kouchma, qui lui était déjà pro-occidental. Donc en fait, toute l'infrastructure était en place. Et en 2014, c'est pareil. Yanukovych a trahi son électorat, à qui il avait promis de rentrer dans l'union douanière russe et de faire du russe une langue officielle. Et c'est pour ça qu'il a été élu. Et finalement, il a fait le contraire. Il voulait rentrer, il a fait l'accord d'association avec l'Union européenne. Donc en fait, et Shevardnadze qui se fait virer par Saakashvili, c'est pareil. Shevardnadze est celui qui commence à vouloir faire rentrer la Géorgie dans l'OTAN. Donc, simplement à un moment, le département d'État américain trouve que ça va pas assez vite et décide de remplacer ou de faire une révolution colorée pour que ça aille plus vite. Ça a échoué finalement en Hongrie. Ça va vraisemblablement provoquer la disparition de l'Ukraine en tant que telle en Ukraine, mais bon, n'empêche qu'il continue, mais on a vu que ça a échoué. La deuxième tentative de révolution colorée en Géorgie a échoué. La révolution colorée a fonctionné en Roumanie parce que les gauchistes étaient déjà au pouvoir. Et donc, en fait, le candidat nationaliste Georgescu a été putché de manière ouverte et scandaleuse par le régime d'Emmanuel Macron. C'était pareil en Moldavie. Maja Sandu était au pouvoir, donc elle a pu tranquillement organiser son coup d'État. Ça a été le cas en France, on peut le dire, en 2017. La gauche était déjà au pouvoir, donc elle a tranquillement organisé le coup d'État médiatico-judiciaire contre François Fillon. Donc, en fait, mais là, c'est pas le cas. La Hongrie, et visiblement, Orban se défend bien. On a eu cette affaire où 80 millions de dollars qui devaient tranquillement transiter de l'Autriche vers la Hongrie, vers l'Ukraine ont été chopés. Donc, vraisemblablement, il y a du trafic d'or, de devises, et d'après ce que dit Orban, du financement de partis politiques et d'achat d'hommes politiques hongrois par l'argent qui est finalement d'ailleurs l'argent des Français, hein, c'est Nicolas qui paye, puisque l'argent qui est volé en Ukraine et qui est redistribué aux démocrates américains, aux républicains américains aussi, certes, hein, je suis sûr que Lindsey Graham, à mon avis, j'ai pas de preuves, mais
doit toucher son petit grivenat de temps en temps. Donc tout cet argent donc qui sert à corrompre la classe politique hongroise, évidemment fait partie de la donne. Moi, je suis Thibaut Gibelin, que j'avais interviewé dans une de mes émissions sur la Hongrie il y a 2 ans, justement sur l'échiquier mondial sur RT, où on montrait qu'il a écrit un bouquin qui s'appelait à l'époque Viktor Orban joue et gagne. Et d'après les discussions que j'avais avec lui, c'est plutôt bien parti. Donc, alors qu'on nous présentait ça il y a encore 1 an, comme en gros c'est réglé, Orban va, voilà. Là, on nous présente de manière beaucoup moins radicale. Et d'après les informations, encore une fois, je suis pas spécialiste de la Hongrie, hein, c'est pareil sur l'Iran, je m'en remets à Fabrice, mais les chances d'Orban sont bonnes, son bilan est bon, et surtout les Hongrois ont préservé leur pays en empêchant l'immigration, et puis leur voie autonome. Et puis aujourd'hui, Orban n'est plus seul en Europe. Il y a la Slovaquie. Il y a la Tchéquie, voilà. Et il y a même la Belgique maintenant. On a oui, mais tu es en train de me faire des transitions naturelles. Merci 1000 fois. J'ai affiché Libération, voilà, qui commence à dire oh les scandales, machin. On est à 9 jours des élections. Curieusement, tout dans la presse de gauche, effectivement, tous les scandales arrivent contre le parti. Alors Fidesz, je ne sais pas comment ça se prononce. Le parti Fidesz, voilà, le parti. Du gouvernement Orban. Allez, alors tu m'as fait la transition, merci 1000 fois. C'est les European Wars, les Orban Wars, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, c'est la guerre entre l'Europe et la Hongrie, dont on a même parlé, Xavier, on a même entendu dire que si Orban était réélu, il y aurait une réflexion au sein de l'Union européenne pour peut-être évincer la Hongrie de l'Europe. C'est un peu radical. Est-ce que c'est possible ? Quelles sont les tensions, les tendances entre l'Union européenne et la Hongrie ? Et comme tu l'as rappelé, tous ces pays qui, les uns après les autres, commencent à tomber patriotes nationalistes. En fait, il faut voir, c'est que déjà, Orban n'est pas seul. Il y a Fico en Slovaquie, il y a maintenant Babiš qui est en Tchéquie. Je parlais également, on peut maintenant mettre dans le camp des dissidents le Premier ministre belge, qui est un réaliste, un pragmatique, qui a dit, en gros, ce que tout le monde sait, c'est que la Russie a gagné la guerre et qu'on a besoin de l'énergie russe. Donc il est de moins en moins isolé, et donc du point de vue des institutions, c'est pas possible de virer la Hongrie tant que effectivement il y aura au moins 1 ou 2 pays qui vont s'y opposer. Alors après, en fait, on s'aperçoit que les institutions européennes, la Commission s'assoit dessus. C'est comme la liberté d'expression en ce qui concerne votre serviteur, n'est-ce pas ? Et donc, par exemple, la manière dont la Commission européenne veut interdire l'achat du gaz liquéfié, du gaz par gazoduc russe, est une manipulation des institutions, puisqu'en fait, il s'agit de mettre... la Commission européenne ne peut pas décider de la politique énergétique. Ça ne fait pas partie de ses attributions. Et tant qu'il y aura des pays comme la Slovaquie, la Hongrie ou la Tchéquie, évidemment que ces attributions ne lui seront pas données. Et donc, ce qu'elle peut faire, en revanche, parce que ce qu'elle maîtrise, c'est le commerce, c'est les douanes. Et c'est pour ça que d'ailleurs Van der Leyen, sans la validation de la France, signe des accords douaniers, 3 en l'espace d'1 an, avec le Mercosur, maintenant c'est avec l'Australie, je crois, enfin avec tous ceux qui veulent venir tranquillement piller et détruire l'économie française. Et évidemment, Macron fait semblant de s'y opposer, mais signe des 2 mains et des 2 pieds. Et donc la manière dont l'Union européenne en fait veut empêcher la Hongrie et la Slovaquie d'acheter du gaz russe, c'est en mettant des droits de douane, en disant si vous en achetez, on vous met 300% de droits de douane. Donc c'est comme ça. Donc évidemment, c'est une manière d'interférer dans la politique énergétique, et donc c'est le sens de la plainte qui a été posée devant je crois que c'est la Cour de justice européenne par Fico, par Orban. Donc ce qu'il faut voir, c'est que si par hasard Magyar arrivait au pouvoir, lui évidemment va appliquer les ordres de Van der Leyen.
Et c'est la ruine de l'économie hongroise. C'est-à-dire tout ce qui a été mis en place, réalisé par Orban, va disparaître. Et il y a aussi une autre chose dont on parle peu, c'est que Orban, alors que la Hongrie est un petit pays d'un petit peu moins de 10 millions d'habitants, a réussi à tisser des liens économiques avec de très grandes puissances. Alors, il y a la Turquie notamment, puisque, en fait, point de vue linguistique, civilisationnel, en fait, oui, on ne le sait pas, mais les finno-ougriens magyars, en fait, ont des points communs avec les Turcs, hein, comme les Estoniens, comme les Basques aussi, paraît-il. Il y a un fond commun. Et donc, il y a de bonnes relations avec la Turquie et il y a d'excellentes relations avec la Chine. Donc, le pays le plus riche du monde, le plus industrialisé du monde, considère en Europe ce petit pays de 10 millions d'habitants, remarquablement dirigé par le nationaliste Viktor Orban, comme un partenaire privilégié et y investit. Si évidemment, Magyar arrive au pouvoir, tous ces partenariats vont être liquidés à court ou moyen terme, j'en suis persuadé. Et finalement, la Hongrie deviendra un pays pauvre et tiers-mondisé sur le modèle roumain. C'est ce que j'allais te dire. Et français. C'est exactement ce que j'allais te dire, Xavier. Je me souviens plus qui était le remplaçant de Georgescu en Roumanie. Tu sais, le gars qui était très à droite et qui subitement a pris la place de Georgescu pour le deuxième round des élections finalement et qui s'est couché devant tout ce que Bruxelles, alors qu'avant il devait être un homme d'opposition, un patriote, etc. Et qui finalement s'est couché entièrement sur tout. Finalement, il n'a même pas été élu d'ailleurs. Et c'est un peu comme le Jordan Bardella pour nous. Oui, c'est ça. En fait, il faut savoir que aujourd'hui, il y a c'est plus qu'une tentative. Hein, c'est une opération de lobbying très habile qui est faite pour essayer de détruire tous les mouvements nationalistes dans les pays européens. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, sur ce canal, j'ai dit pique-pendre de Marine Le Pen, mais j'observe que quand même, il vaudrait mieux Marine Le Pen que Jordan Bardella si on doit se taper ce parti pendant 5 ans à partir de l'année prochaine, et notamment, par exemple, le coup des drapeaux européens. Évidemment, ça a été levé de bouclier du côté du bardélisme et contre la mise à bas des drapeaux des forces d'occupation, en fait. Hein, c'est exactement ça que c'est. Et Marine Le Pen, en revanche, elle a apporté son soutien en disant non, le drapeau et le hymne, c'était 2005. Il y a eu un référendum, ça a été 9. Voilà. Donc, mais en fait, il y a quand même une volonté de transformer tous les partis, je dirais, souverainistes, soit de les faire interdire, c'est ce que espère faire l'Allemagne, soit souverainistes et nationalistes, hein, c'est ce qui est pas tout à fait la même chose, soit finalement de les manipuler et de les mettre sur une voie européiste, parce que finalement, ce que vous entendez dans la bouche de Bardella et de son conseiller, espèce d'adolescent attardé de Thionnet, on a l'impression d'entendre François Mitterrand au moment du traité de Maastricht. Oui, mais l'Europe, comme disait le général de Gaulle, en fait, c'est... Alors que le truc est mort. L'Europe est en train d'être pulvérisée par la réalité de la guerre en Ukraine, la réalité de la guerre en Iran. Ce truc va s'effondrer. Et nous, on va être le dernier dans le bateau, sombrer dans le Titanic. Alors que si ça se trouve, les Allemands vont sauter pour se mettre à l'abri du naufrage avant nous. Et on voit surtout qu'en plus, ce qui est terrible, c'est que en France, donc, il n'y a pas de parti nationaliste. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il n'y en a même pas du tout, parce que même les partis souverainistes que je respecte beaucoup, hein, comme celui de Georges Kuzmanovic, comme celui de Asselineau, comme celui de Philippot, c'est des partis de centre-gauche. Le projet, c'est un projet de gauche. C'est de la gauche souverainiste. Donc, un vrai parti nationaliste conservateur, il n'y en a pas. Et alors qu'il y en a dans d'autres pays. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait la France, du point de vue doctrinal, du point de vue du nationalisme, alors que le nationalisme est vraiment le courant politique qui est notamment qui va toucher les jeunes, je pense dans tous les pays d'Europe, eh bien la France est à la ramasse du point de vue des partis, du point de vue doctrinal. Et ça, c'est quand même très triste pour, en gros, un pays qui a quasiment inventé le nationalisme dans sa version, je dirais
parce qu'il y a deux nationalismes. Hein. Il y a le nationalisme germanique qui est fondé sur la race et sur la langue, donc qui n'a pas de profondeur historique. Hein. C'est les discours à la nation allemande de Fichte. Et puis, il y a le nationalisme qui est une contemplation, comme disait Ivan Ilyin, lui, le fondateur du nationalisme russe, qui est une contemplation et une action de l'action de son peuple depuis dans la durée, c'est-à-dire nous, ça fait 1500 ans qu'on existe, les Russes 1000 ans. Et voilà, qui n'est pas du tout une volonté d'exterminer une partie de la population ou d'envahir son voisin, mais au contraire de s'appuyer sur le génie national, et Dieu sait que notre peuple en a, pour soit se sauver, soit se reconstruire. On a. On a encore, allez. Tu as raison. Allez, on va lancer une toute petite transition et puis on va partir sur nos deux fronts de combat, l'Ukraine et le Moyen-Orient. Tout de suite, petite transition. Je voulais rappeler en début d'émission, si vous voulez mettre votre argent à l'abri de cette caste, de cette secte, je devrais même dire bruxelloise, eh bien n'hésitez pas à regarder en descriptif comment faire pour venir ouvrir un compte bancaire en Russie. Ce sera l'occasion justement de rencontrer Xavier Moreau, qui tu voyages beaucoup moins ces derniers temps en France, alors autant que les gens viennent à toi finalement. Et puis, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne, faites un j'aime à cette vidéo, partagez avec vos amis, mettez un petit message en commentaire pour le référencement, et puis activez la cloche sur la chaîne pour pouvoir avoir les notifications de toutes les émissions. Et puis, si vous voulez nous soutenir, c'est important. Encore une fois, nous n'avons aucun autre soutien que vous. Vous êtes les seuls à nous permettre de continuer d'exister. Donc, voilà, votre soutien est important pour nous. Faites un don, alors ou bien sur YouTube, je crois qu'il y a un bouton spécial pour le faire, pour ceux qui ont déjà un compte YouTube. Sinon, si vous n'avez pas, ou bien sur notre site internet divergencepolitique.fr, il y a un petit bouton faire un don. Vous pouvez par PayPal, vous pouvez par Stripe, il y a plein de solutions. Ou bien par ce QR code, voilà, avec votre téléphone, vous scannez le QR code qui est au-dessus de moi. Et puis, vous pouvez faire un petit don, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Voilà, tout est utile dans notre combat. Et puis, faites pareil. Abonnez-vous à toutes les chaînes de nos amis. Égalité et réconciliation, alainsoral.com, qu'est-ce qu'il y a, GPTV bien entendu, TV Liberté, enfin voilà, allez sur tous les canaux et soutenez tout le monde parce que il n'y a que par l'entraide, les amis, qu'on y arrivera. Xavier, on va parler guerre un petit peu, et puis ça tombe bien, toi l'ancien soldat, on va parler guerre. Si vous n'aviez rien à faire, c'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Si vous n'aviez absolument rien à faire, hop là, je vais réussir à l'afficher, voilà. Il y avait Donald Trump qui avait annoncé qu'il allait dire des choses hyper importantes et vitales à la nation. La vérité, Xavier, c'est qu'on s'est quand même un petit peu ennuyé. Oui, il a encore promis de ramener l'Iran à l'âge de pierre. D'ailleurs, c'est pas que l'Iran qui est en train d'être ramené à l'âge de pierre. Je pense que tout le Moyen-Orient, ces pauvres pays arabes qui ont commis la pire erreur de leur histoire en accueillant des bases américaines sur leur sol. Donc effectivement, pour l'instant, on voit pas où il veut aller réellement. Je crois pas. J'ai du mal à croire que le Pentagone, alors cela dit, il vient de virer le patron du Pentagone, le chef d'état-major, mais qu'il y ait une opération au sol soit possible. En tout cas, qu'il soit possible à peu de frais. Donc, est-ce que Trump va lancer cette opération pour essayer de s'emparer de l'île de Kharg, ce qui serait, encore une fois, extrêmement risqué, parce que même s'ils arrivaient à s'en emparer, ce serait au prix de pertes, je pense considérable. En tout cas, pas de niveau de perte dont seraient capables d'accepter les Américains, surtout les MAGA. Et ensuite, une fois sur l'île, l'île elle est à portée de missiles. L'île va être bombardée jour et nuit par les Iraniens, qui visiblement ont énormément de réserves. Donc, alors, encore une fois, je ne ferai pas la même erreur qu'en 2022. Tu te souviens d'ailleurs, l'avantage, c'est que j'ai tiré les leçons de là où je m'étais trompé. C'est-à-dire qu'en 2022, je pensais qu'on avait affaire avec Washington, donc à l'époque c'était Biden, et avec l'Union européenne, à des acteurs rationnels et informés. Or, ils n'étaient ni l'un ni l'autre. Ils étaient mal informés sur l'économie russe et ils étaient irrationnels à cause de l'idéologie. C'est l'idéologie qui rend irrationnel. En l'occurrence,
la russophobie est une idéologie, et donc le mépris pour le peuple russe et la puissance de l'économie russe, de l'armée russe, etc., est fatale. Donc à la fois un mélange de méconnaissance et d'idéologie. Donc ce que j'avais dit, tu te souviens avant, est-ce que Trump va y aller ou pas avant le 28 février, j'avais dit, en principe, du point de vue purement rationnel et informationnel, il ne va pas y aller, parce que ça ne marchera pas. Et lui, il est allé parce qu'il était désinformé, et puis que derrière, alors je ne pense pas que lui-même soit sioniste convaincu, mais on lui a dit qu'il suffirait de décapiter l'ayatollah Khamenei et que le tour serait joué, que le régime des mollahs, comme ils disent, allait s'effondrer. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On est rentré dans le 2e mois du conflit. Et ça se passe mal. Et ça se passe mal pour l'économie mondiale. On va subir un choc, si ça continue comme ça, un choc économique d'une violence. Et en plus, l'Europe sera aux premières loges, puisqu'on n'a pas de ressources d'hydrocarbures en Europe, très peu. Donc la situation est très grave. Il faut le dire, et pour l'instant, on ne sait pas où on en est. Alors, on a Rubio, Trump aussi, qui nous annonce que ce sera fini dans 2-3 semaines. Mais si c'est fini dans 2-3 semaines, c'est-à-dire que c'est un échec militaire pour Trump. Même si jamais il bombarde les infrastructures critiques iraniennes, ça sera, quoi qu'il arrive, un échec militaire, et qui va être retentissant. Voilà, c'est très décevant. Alors, Xavier, je voudrais aussi t'afficher l'image de la destruction. C'est suffisamment rare pour être... alors, j'espère que la vignette est passée. Hop, on va supprimer... On a beaucoup de petits soucis, là. Je vous le cache pas, en Russie, avec... non, ça s'affiche pas. Voilà, donc on va en mettre une autre avec les brouillages, notamment parce qu'on est quand même, Xavier, il faut le dire, il faut expliquer aux gens qui comprennent pourquoi on a de plus en plus de difficultés. On est dans un pays quand même en guerre, donc il y a beaucoup de brouillage en centre-ville. Donc l'outil StreamYard, des fois, est un petit peu en difficulté. Voilà, je vous affiche une autre vignette qui représente la même chose que ce dont je voulais parler. C'est extrêmement... Alors, l'autre était tiré de CNN, donc c'était d'une source américaine directe. Là, c'est tiré d'un média belge, mais c'est pareil, une pertinence. C'était ce qui était dit aussi sur CNN globalement, que c'était extrêmement rare, extrêmement important. La destruction par des drones et missiles iraniens, notamment d'un avion radar, ce qu'on appelle les AWACS. Il y en a très peu, ça coûte une fortune. Et visiblement, l'Iran, quand même, avec ses petits moyens, fait de gros dégâts. Oui, surtout qu'en plus, ils sont plus produits. Je crois qu'il y en a 16 en tout. Et donc, c'est la Russie avait connu aussi quelques déboires avec ses A-50 qui sont l'équivalent. Alors, moins qu'on avait dit d'ailleurs. Il y avait parce que Kiev annonce souvent des pertes qui sont purement fantasmées. Mais effectivement, les Américains n'ont pas les moyens de perdre comme ça énormément d'avions AWACS. Et puis, ça coûte une fortune. C'est plus... il faut en relancer la production. Ce qu'il faut noter, notamment d'après mes calculs, en 3 mois depuis, en 1 mois depuis le début du conflit, les Américains ont perdu plus d'avions que la Russie pendant toute l'année 2025. Et donc, entre les tiramis, la défense antiaérienne, il y a même un F-35 qui a été abattu. Ça m'a beaucoup rappelé les bombardements sur la Serbie en 99, le F-117 qui a été abattu. Donc, l'avion soi-disant invisible, finalement, il n'est pas si invisible que ça. Donc, tout le monde savait que c'était une escroquerie, le F-35, mais alors à ce point-là, on est donc c'est militairement, c'est une catastrophe pour Washington. Et je vois pas comment ils pourraient changer la donne. Les Baloutches veulent pas y aller, les Kurdes veulent pas y aller, les Azéris veulent pas y aller, personne n'a envie d'y aller, les Arabes veulent pas y aller. Et donc c'est très mal parti. Alors, la seule chose que je vois, c'est que j'ai vu que Marco Rubio avait annoncé des objectifs de guerre qui sont en gros déjà remplis. Donc, c'est-à-dire qui peuvent être affirmés comme étant remplis. C'est-à-dire, destruction de la marine iranienne, il n'y en avait pas, donc ça, c'est fait. Destruction du potentiel militaire, ça, on peut dire que oui, on peut dire que les Iraniens vont le nier. Ils vont montrer qu'ils ont toujours de la puissance, mais bon, ils peuvent l'affirmer et le répéter. Destruction du potentiel nucléaire, là aussi, de toute manière, pour l'instant,
la fatwa iranienne comme quoi c'est haram d'avoir l'arme nucléaire est toujours en vigueur. Et puis le quatrième aussi, d'ont empêché, je crois, l'Iran de menacer ses voisins, ce qu'elle n'a jamais fait. Donc tout ça, si c'est ces objectifs-là, ça veut dire que le narratif qu'on va avoir, c'est que ça y est, la guerre est gagnée. En gros, ce qu'on a entendu à la fin de la guerre des 12 jours. Voilà. Et auquel cas, c'est bientôt fini. Mais ça, c'est ce que veut Rubio. Donc visiblement, il fait plutôt partie des colombes, en tout cas en ce qui concerne l'Iran, comme J.D. Vance, a priori. Encore une fois, c'est le groupe des catholiques autour de Trump, comme Joe Kent. On va voir. Encore une fois, je connais pas assez bien de l'intérieur la vie politique américaine, mais de toute manière aujourd'hui, en fait, si vraiment Trump veut limiter les dégâts, c'est la seule solution, c'est de proclamer sa victoire et de partir et de laisser les pauvres pays arabes reconstruire Enfin, c'est un tel gâchis, mais un tel gâchis que c'est vraiment. Alors, ce qui pourrait être drôle, Merci Netanyahou. Ce qui pourrait être drôle justement pour Netanyahou, parce que si du jour au lendemain, effectivement, les États-Unis, Trump dit bon, on a gagné, maintenant c'est fini, goodbye. Je pense qu'Israël, ça va être rigolo derrière, parce que je pense que l'Iran ne va pas s'arrêter là. Je fais une parenthèse, Xavier, tu as raison. C'est une info qui est sortie ce matin, je vous le rappelle. On est vendredi matin, donc vendredi 3 avril, au moment où on enregistre cet épisode. On a 2 EC-130H Compass Call, pour vraiment être précis. Donc, 2 avions américains EC-130, c'est des gros porteurs. Alors, je ne sais pas trop quelle fonction ils ont. Je ne suis pas militaire, Xavier, mais qui ont été également détruits côté. J'ai sauté dans ma jeunesse quand j'étais parachutiste de Hercule C-130. Ah, ok. Bah, voilà. Donc, c'est quoi? C'est des avions pour... Avions de transport, parachutage de troupes. Ils en ont 2 en moins, donc côté américain depuis ce matin. Je l'affiche. On a des sondages quand même qui sortent aux États-Unis parce que vous vous souvenez, si vous avez regardé l'épisode Un monde de Donald il y a 10 jours, on avait la Maison-Blanche qui avait mis en place un sondage par CNN. Et alors, le résultat était extraordinaire, bien mieux que ce qu'on peut espérer obtenir en Corée du Nord ou n'importe où. C'était 100% des Republicans qui étaient derrière Donald Trump dans sa politique internationale, notamment sur l'Iran. 100% des gens soutenaient Donald Trump, c'était merveilleux, tout allait bien. Après, Alexis, si tu me permets, en temps de guerre, il y a une première phase d'union sacrée derrière le leader. Donc, la question, c'est 100%, qu'est-ce que ça va donner si on a encore un mois de guerre? Et surtout, qu'est-ce que ça va donner? Parce que pour l'instant, la guerre, en dehors du prix à la pompe, les Américains ne la sentent pas. Mais si jamais... par contre, au prix à la pompe, ils attendent. Voilà. Mais si jamais, tout d'un coup, il y a des tentatives de troupes au sol et que ça commence à tomber comme à Verdun, là, l'enthousiasme... Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans une défense de la... Il faut voir que du côté russe, par exemple, la libération, on parle d'une libération de la Nouvelle-Russie, du Donbass, de Kherson, etc. Et en plus, quand les troupes russes approchent, ils sont accueillis comme des armées de libération dans les zones qu'ils ont conquises. Donc, on se bat pour la patrie, on se bat pour le peuple russe, pour qu'il puisse vivre en paix, parler sa langue, et voilà. Donc, en fait, on se bat pour la patrie. Du côté ukrainien, on a une partie des soldats ukrainiens, on ne peut pas le nier, notamment ceux qui viennent de l'ouest de l'Ukraine, qui y croient également. Donc, il y a le sentiment de se battre pour la patrie. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est une guerre impérialiste de la pire espèce. Donc, tant que ça se passe comme au Venezuela, où en fait, en gros, les élites ont été achetées, et donc c'est une démonstration de force qui dure 24 heures, ça va. Tant que ça se passe comme à Cuba, où en fait, c'est un blocus qui est un crime de guerre pour assoiffer, affamer, priver de moyens de subsistance la population, ça va, ça fait pas mal. Mais quand il va falloir commencer à avoir des sacs à viande avec des malheureux soldats américains tués, il y en a déjà qui ont commencé à arriver ou blessés gravement, qui vont commencer à revenir, là, la guerre, elle va devenir beaucoup moins populaire, y compris au sein du clan MAGA. Donc, mais alors justement, on va en parler de popularité. Alors c'est vrai que le prix au gallon, dans la Californie, c'est un état un peu spécial. Les prix ont toujours été élevés, mais là, on est arrivé à plus de $7 du gallon, c'est intenable pour les habitants. Alors, petit sondage, effectivement, les sondages short, on est à 6 Américains sur 10
qui désapprouvent l'action en Iran. Donc, 60% si tu me permets, donc, si tu me permets, même si je ne suis pas un spécialiste, et puis toi, tu étais sur place pour couvrir l'élection présidentielle américaine, mais c'est très bien. Mais en admettant même qu'il se fasse le plein des républicains, c'est une chose, mais il n'a pas gagné parce qu'il avait fait le plein des républicains. non. Il a gagné, Trump, parce qu'il avait précisément élargi la base en allant chercher tous les Américains sur un programme de paix et de prospérité, comme l'Union européenne. Les promesses de Trump étaient celles de l'Union européenne, paix et prospérité. Et le résultat, c'est la même chose que l'Union européenne, c'est guerre et pauvreté. Ah, on est d'accord. Donc, c'est ça qui se passe. En admettant même qu'ils réussissent à mobiliser le Parti républicain, mais ça ne suffira pas pour gagner. La progression de Trump était phénoménale il y a 1 an et demi. C'est un énorme gâchis, quoi. Ce que l'on voit qui n'est pas vrai, en plus, côté républicain, parce qu'en 1 an, il a perdu tous les influenceurs très, très patriotes. Très et les élections locales. Et les élections locales. Il y a plein d'élus locaux qui sont en train de se retirer du Parti républicain pour protéger leur je vais même te dire plus. Il y a désormais, au sein des Republicans, un mouvement qui s'appelle anti-Trump, Republicans anti-Trump. Donc, l'ambiance est sympa là-bas. Allez, on va finir cette émission en parlant forcément d'Ukraine. Xavier, tu es la personne la plus éminente sur ce sujet. Pas le seul. J'ai pas dit que tu étais une seule. J'ai dit que tu étais celle qui était en tout cas la plus reconnue. Avec Sylvain Ferreira, je t'accorde. J'allais le citer. Voilà. Xavier, où on en est? Parce que alors là, là, tu sais, tu utilisais souvent le mot le brouillard de la guerre. Eh bien, depuis l'Iran, c'est le brouillard de la guerre. Il ne se passe plus rien dans les médias concernant l'Ukraine. Ah oui, non, mais moi, mon test, c'est la chaîne YouTube de LCI. Donc, souvent, quand je cherche mes gamelins, je vais sur LCI parce que là, je suis jamais déçu. Et là, en fait, ils parlent pas de l'Ukraine. Et finalement, sur l'Iran, comme ils sont tous désespérés que les bombes qui devaient tuer des Russes vont tuer des Iraniens. C'est pas des pacifiques, hein. Il y a Dourakovlev, Goya, Trinquant, ils veulent du sang, mais du sang russe, pas du sang iranien. Et du sang ukrainien d'ailleurs. Mais non, il y a pas de sujet. L'Ukraine n'est pas traitée, en tout cas pas dans les vidéos qui sont reprises sur YouTube. Il faut dire aussi que là, on est en train de la mise en place de l'offensive de printemps et ensuite de l'offensive d'été. Donc, sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Il y en a. Je pense que les Russes ont commencé plus ou moins. Cette dernière semaine, on a vu des avancées, des légères avancées sur le front nord. C'est-à-dire, ce que j'appelle le front nord, c'est la région de Kharkov, la région de Soumy. Et donc, il pourrait se passer des choses intéressantes. Et puis, petit à petit, en fait, les Russes prennent leur base d'assaut. Alors, j'ai inauguré pour la première fois sur mes cartes militaires des zones d'infiltration, puisqu'en fait, c'est très compliqué de savoir exactement où est la ligne de front réelle. Puisque les Russes ont beaucoup progressé en 2025 parce qu'ils ont infiltré des petits groupes qui passaient derrière les lignes ukrainiennes et qui les déstabilisaient, qui coupaient la logistique, et les Ukrainiens commencent à faire pareil. Donc en fait, tu as une zone d'une profondeur qui peut faire entre 10 à 20 km, très très large, à certains endroits où en gros les groupes d'infiltration russes et ukrainiens se croisent, et on ne sait pas trop qui contrôle la zone. Donc je ne prends pas de risque, et donc j'ai mis maintenant des zones, voilà. Ce qui va être décisif, c'est la manière dont les Russes, ou les Ukrainiens d'ailleurs, vont être capables de gérer l'abondance de drones à la première personne. Ceux qui vont taper sur l'infanterie, les blindés, parce que c'est ça qui est décisif. Les Russes ne veulent pas faire des grandes percées qui risqueraient de tuer trop de monde. Les Ukrainiens sont encore capables de tenter le coup. Ils ont fait une offensive dans la région de Pakrovsk, on en a beaucoup parlé, donc qui était conquise par les Russes l'année dernière. Et donc ça a été un carnage, hein. Ils ont fait une attaque blindée en colonne mécanisée, enfin un truc assez incroyable. Même du côté ukrainien, tout le monde se dit mais à quoi ils jouent? Donc je pense qu'il y a beaucoup, encore une fois, les motivations marketing qui jouent. C'est-à-dire Zelensky a besoin d'une victoire, et puis une volonté de déstabiliser l'armée russe. Ça c'est un but tactique ou opératif qui est compréhensible, c'est-à-dire de faire ensuite que les Russes puissent pas faire une accumulation de force et passer à leur offensive du printemps, qui de toute manière
à moins d'un effondrement ukrainien auquel je crois peu, ne sera pas un truc, ce sera pas la bataille de Bagration en juillet 1944. Voilà, ça va avancer lentement mais sûrement. Le but avant tout, c'est l'épuisement des troupes otano-kieviennes. Et puis, à mon avis, ce qui est le plus significatif, c'est les frappes dans la profondeur. Les Russes, au cas où les Ukrainiens refusent de négocier, je pense qu'il y a toujours une chance. Encore une fois, on verra à la fin de la campagne d'été, notamment si le Donbass est libéré ou en tout cas encerclé par l'armée russe. Je pense qu'il y aura une chance toujours, j'y crois, de la fin des hostilités, pas d'un traité, mais de la fin des hostilités. Et donc, les Russes vont essayer d'avancer au maximum. Voilà un peu ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc, et si c'est pas le cas, les Russes sont en train de préparer l'hiver prochain pour ces pauvres Ukrainiens, puisque les systèmes de production d'électricité alternatifs qui ont été livrés à l'Ukraine par l'Union européenne notamment, c'est des systèmes au gaz qui devraient être alimentés par le gaz produit en Ukraine, puisque l'Ukraine produit du gaz. Pas beaucoup, mais comme maintenant il n'y a plus d'industrie en Ukraine, c'est suffisant. Et donc là, on voit les derniers bombardements, notamment cette semaine, ça frappe toutes les zones d'exploitation du gaz en Ukraine. Kharkov, Poltava, Soumy. Donc voilà un peu ce qu'on observe. On est quand même sur une guerre de longue durée. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Encore une fois, la question, c'est quelle est la conscience des Européens de la faiblesse de l'Ukraine. L'Allemagne qui demande qui accepte la capitulation de 1918, bon, elle a échoué dans son offensive de la dernière chance, mais globalement, encore une fois, elle occupe encore l'Alsace, elle occupe la Belgique, elle occupe le Luxembourg. Donc c'est elle qui a l'avantage. Mais l'état-major allemand fait le calcul qu'en fait, ils sont sur la corde et qu'en plus, il y a les soulèvements spartakistes qui commencent à s'agiter en Allemagne. Et donc, ils se disent qu'il vaut mieux se rendre pour sauver le régime et sauver l'armée. Ce qui finalement, alors, sauver le régime, ils ne réussiront pas, mais sauver l'armée, ils y réussiront plus ou moins et ils liquideront le mouvement spartakiste et ça donnera le mythe du coup de poignard dans le dos, qui est un mythe complet. Enfin, on va pas revenir là-dessus. Donc là, en fait, on est un peu dans une situation qui est quand même assez semblable. C'est-à-dire que l'Ukraine n'a aucune chance de l'emporter. Je pense, moi, même que l'Ukraine est morte. L'Ukraine est morte démographiquement. Elle ne se relèvera pas. Ce sera une espèce de pays balte un peu plus grand. Donc, en fait, c'est pas dit qu'on va pas vivre finalement en 1918. En Allemagne et qu'on ne sera pas comme en 1945 obligé d'aller prendre Berlin pour libérer l'Europe, quoi. Donc voilà un peu la situation. Donc je pense que une trêve, en tout cas une cessation des hostilités, est toujours possible et on le saura à la fin de l'été. Si les Russes ont réussi à encercler le Donbass, c'est-à-dire que donner un prétexte à Zelensky pour qu'il donne l'ordre d'évacuation, ce que les Russes demandent, et là les Russes pourraient accepter un cessez-le-feu qui provoquerait, je pense, des soubresauts, puisqu'en fait, le constat en fait qui sera fait si jamais les Russes ont soit complètement pris le Donbass, soit on l'a encerclé, ce qui provoque l'évacuation des troupes otano-kieviennes, ça veut dire que les objectifs russes de février 2022 sont obtenus, et même plus, puisque les républiques sont intégrées désormais à la Fédération de Russie, ce qui n'était pas la demande des Russes en 2024, le 24 février 2022, c'était juste l'indépendance, comme l'Ossétie du Sud, comme l'Abkhazie. Et puis, en plus, les Russes ont pris l'essentiel de Zaporozhye et de Kherson. Donc là, évidemment, on va se dire, mais pourquoi avons-nous fait tout ça ? Pourquoi ces centaines de milliers de morts ? Pourquoi la destruction du potentiel industriel ukrainien ? Pour en arriver finalement à ce qu'on a perdu la guerre, et espérant que les Russes ont rempli leurs objectifs. Donc ça, je pense que les Russes pourraient dans ce cadre-là accepter une trêve qui signifierait l'effondrement de l'armée ukrainienne de l'intérieur, en fait, exactement comme en 1917, crosse en l'air, on retourne à la maison, voilà, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc voilà un peu le... Donc on y verra beaucoup plus clair après l'été. Dernier petit mot, dernier petit mot, véritablement pour finir cette émission. Tu sais que Trump cette semaine a dit, parlant des Européens qui n'étaient pas du tout contents qu'ils ne l'eussent pas soutenu dans le détroit d'Ormuz, et que en contrepartie ou en représailles, je devrais dire plutôt, Trump pourrait ne plus donner d'armes ou plus vendre parce qu'il ne donne pas à l'Ukraine. Est-ce que ça change pas que ce soit? Est-ce que Trump, de toute façon, est-ce qu'il le ferait ou est-ce qu'il prendrait l'argent?
Moi, je pense qu'il prendrait l'argent, mais la question, elle est même plus tellement de savoir s'il veut le faire ou pas. La question, c'est que maintenant, la priorité, il y a deux priorités pour l'armée américaine, c'est la guerre en Iran et reconstituer les stocks. Parce que là-dessus, Trump en a parlé, Biden a mis les stocks américains sur la corde, quoi. Donc les ressources sont pas illimitées, et notamment dans les systèmes antiaériens. Et ça, on en est à un moment où les États-Unis demandent à la Pologne de leur donner un système Patriot pour l'envoyer en Iran. Et les Polonais disent non. Donc voilà. Donc après, effectivement, il y a la question se pose également de la survie de l'OTAN. C'est extrêmement tendu pour nous, pour les nationalistes européens, les nationalistes des pays européens, français, hongrois, allemands. C'est du petit lait, quoi. Et en plus, avec sur le fond de la dissolution de l'OTAN, le départ de l'Amérique, le retour de l'Amérique de l'autre côté de l'Atlantique, là, qui nous laisse tranquilles entre nous, encore une fois, c'est que du bonheur. Donc la phase, hein, pour nous nationalistes français, elle est très. Alors, encore une fois, je compatis beaucoup aux malheurs qui s'abattent sur les peuples du Moyen-Orient, les peuples iraniens, les Palestiniens, les Libanais. Les Libanais, c'est monstrueux. Mais encore une fois, les monarchies du Golfe, c'est très triste, c'est en train de se passer. Mais pour nous, encore une fois, nationalistes européens, la défaite de l'OTAN et de l'UE dans l'Union européenne face à la Russie en Ukraine, c'est du pain béni. La défaite de Washington et d'Israël en Iran, c'est aussi du pain béni. C'est un moment de recomposition et il va falloir en profiter pour redresser notre pays. Voilà. Il y a du boulot. Mais pour l'instant, on a encore une fois des partis qui sont partisans de la servitude volontaire. On a un Bardella qui rêve de conquérir sa servitude. C'est le discours de la Boétie sur la servitude volontaire. C'est qu'il explique très bien. C'est que en fait, il y a des gens qui sont fiers d'être esclaves et qui veulent conquérir cet esclavage. Et qu'une fois qu'ils l'ont obtenu, une fois qu'ils ont obtenu leur chaîne, eh bien, en sont fiers. Et c'est ce qu'on a dans cette partie du RN européiste, niaise, hein, l'idéologie autour de Bardella. Il faut regarder de temps en temps. Alors, faut pas y aller trop souvent parce que c'est déprimant, mais Thionnet, qui est son conseiller en politique étrangère, c'est d'une niaiserie confondante. Et puis c'est d'une ignorance crasse. C'est là où on voit aussi l'effondrement du système scolaire français, c'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui a expliqué que les Russes, donc qui ont fondé Odessa, l'ont russisé au 19e siècle. Je crois que je n'ai jamais. Je pense que même en Ukraine, on peut pas, on n'entendrait pas ça, surtout pas à Odessa d'ailleurs, qui est une ville profondément russe, un petit peu juive d'ailleurs, comme disait Poutine, Tchoutchoutievre. Donc voilà. Donc en fait, malheureusement, pour revenir un peu à ce qu'on disait au début de l'émission, on n'a pas la classe politique à la hauteur des circonstances pour l'instant. Mais il y a quand même de l'espoir. Il y a, encore une fois, ces petits partis souverainistes, alors qu'ils sont tous à gauche. Mais peut-être qu'il est temps pour nous d'arriver avec, de proposer une solution nationaliste avec un parti qui aurait pignon sur rue. C'est peut-être le moment. Voilà. Je pense que c'est le moment. Et comme si vous nous regardez, on est dimanche soir, dimanche 5 avril. Je pense que lundi 6 avril, si vous suivez Xavier Moreau, peut-être vous aurez des surprises. Voilà, je ne dis pas plus. En tout cas, effectivement, il est temps de passer à un vrai parti souverainiste, patriote, nationaliste au bon sens du mot. Et puis, Xavier, je te remercie. Merci 1000 fois pour ce divergence qui a été très sympathique à tous les deux, où on a pu balayer toute l'information. Et on se retrouve avec le retour de Fabrice la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine à tous. Au revoir.